C'est avec un réel plaisir que nous nous rencontrons à travers ce grand rendez-vous de Mac Bazar, une émission en caractère sociopolitique, comme j'aime dire, en tout cas à travers vos petits écrans. Je commencerai par être très reconnaissant aux Congolais de la diaspora qui nous ont écrit, qui suivent de près l'actualité nationale aussi bien, aux Congolais de Brazzaville, pourquoi pas Pointe-Noire, qui nous présentent de ces questions, en tout cas des problèmes qui minent leur société. Aujourd'hui, nous allons tabler sur une question qui concerne la sécurité. Vous avez constaté vous-même, depuis le lancement de l'opération Zéro Kuluna par les services de la DGSP, vous avez constaté la réglementation du secteur des transports en ce qui concerne les motos. Mais petit à petit, vous constatez aussi que les motos commencent à gagner les artères de la ville, ce qui n'est pas mauvais. Mais à côté, vous avez des actes de violence. Des actes de violence constatés, lus, vus, su à travers les réseaux sociaux. Ceux qui habitent les quartiers périphériques en savent quelque chose. Nous avons été interpellés pour cela et nous avons mené des enquêtes. Il faut le dire, des enquêtes journalistiques de nuit, et nous avons réalisé qu'effectivement, dans cette organisation, il y a des problèmes qui se posent aujourd'hui. Et donc, pour des besoins de quiétude des Congolais, pour des besoins de sécurité, comme pour accompagner l'action étatique de la sécurisation des populations congolaises, le quatrième pouvoir est en droit de jouer sa partition. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir partout où vous me suivez. Bonjour chers invités. Bonjour. Effectivement, sur ce plateau, j'ai reçu des gens un peu spéciaux, parce qu'ils sont du domaine des transports. Il s'agit de M. Roncalli Dondo, il est secrétaire du collectif, en tout cas, qui fait partie d'un grand syndicat. Il y a aussi M. Cyril Nzungu qui n'est pas présenté. Hein. Avec vous, on a fait trop du travail là-dessus, je veux dire. Vous êtes deuxième vice-président du collectif des transporteurs. Comment on peut appeler déjà votre syndicat, monsieur le SG? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Notre syndicat, en fait, le collectif, nous devons expliquer d'abord la jeunesse. Ah oui, entre syndicat et collectif, il faut qu'il y ait une certaine lumière. Effectivement. Le collectif, en tant que tel, c'est juste un mot, hein, qui veut dire union, qui veut dire assemblage, union, groupement, effectivement. Alors, au collectif, nous avons un regroupement de plusieurs syndicats. Donc, le syndicat du président Milano Patrick, le syndicat des employeurs de transport terrestre du Congo, et le syndicat du président Didier Ngatebe, STBRP. Ces syndicats, avec certaines associations du transport dans ce pays, notamment Ami Quaster, qui regroupe beaucoup tous les quasters de la ville, alors ils se sont regroupés en collectif. Et en ce temps-là, je me rappelle bien, c'était en 2008, quand il y avait un problème dans ce pays. On était même partis, ça nous avait mené même à la grève. Tous les transporteurs se sont réunis en collectif. Ils se sont dit que nous ne pouvons pas partir éparpillés. Nous devons être unis. Et alors, en ce moment-là, naît le collectif des syndicats des transporteurs en commun du Congo. Chemin faisant, puisqu'on doit en parler, vient naître l'Inter. L'Inter, c'est aussi un groupement de plusieurs syndicats qui a été créé en 2018. Et quand ça a été créé, il y avait les deux syndicats que je viens de citer, et en plus il y a eu un troisième syndicat qui est à Pointe-Noire, qui est basé à Pointe-Noire, le syndicat du président, comment on appelle, Mabiala, Mabiala, bienvenue. Je le connais. Voilà. La FESITEC, la FESI-PTC, comme eux ils les appellent. Bon, eux, ils ont pensé d'eux-mêmes, bon, là on va en venir peut-être après, de se retirer. Ils se sont retirés parce que pour eux, ils ne pouvaient plus continuer. Or, il y a quelque chose caché là-dedans. Quand ils se sont retirés, ils ne se sont pas retirés en vain. Ça aussi, on va en parler. Ça, on va en parler. Alors, comme je venais de le dire, chers invités, vous êtes des spécialistes de la route. Vous avez le souci des usagers de la route. Effectivement. Vous facilitez l'État, vous êtes un grand partenaire de l'État en ce qui concerne la gestion de la route. Effectivement. Aujourd'hui, vous êtes, pour ne pas dire interpellé, convoqué par la conscience des Congolais, au sujet de ce qui se passe, parce que l'État vous emmène toujours dans ces questions. Et nous avons vu les efforts que vous avez fournis, avec l'État bien sûr, la sécurité, pour réglementer le secteur
du transport à moto, permettez-moi le terme. Ouais. Ceci au regard des difficultés que connaissent les Congolais. Vous avez bien réglementé. Mais avec l'opération lancée par la DGST, nous avons vu comment ce secteur a été traité. Des exigences ont été données. Une organisation a été faite. Désormais, les jeunes doivent porter les gilets pour les identifier comme ça se passe ailleurs. Ainsi de suite, tout ce que vous savez. Aujourd'hui, nous sommes à même de vous dire que ce milieu fait preuve d'un civisme. On constate encore la montée des bébés noirs, on constate la vente des stupéfiants à des heures très tardives et on constate ce qu'ils appellent les actes, les tentatives d'assassinat. Et je me permets parce que la matière a refait surface récemment. On a vu sur les réseaux sociaux, on est allé vérifier, effectivement, il y a encore ces bandits-là à moto qui ont refait surface dans les artères de la ville. La régie, on va porter un regard sur ce qui venait de se passer et puis on reviendra pour comprendre avec ces spécialistes. Ma, longola sensible. Longola bonne, longola bonne, longola bonne. Ça fait le numéro ni pour ça 3 jours. Hein? Pas porter les motos. On peut la jela futa. Nous sommes comme azo kuya voulez. Oh, le deuxième fois, il y a eu bateau là. Quel numéro va y venir? L'Oban Combo ni to bing. Va pas les machettes. Va catcher le bogo, va tuer le vélo. Ah, vous êtes évité? Moi qui l'ai tous autant. Fanny, c'est Fanny. Quel numéro? On a pas crédit. Crédit, allez. Tu es évité. Bien numéro va benga. Ah, mais voilà. Il y a le numéro va benga nani. Numéro des importants numéro. Ya mbo ya na numéro kota batoka na bien kaka motabi obo ya kana bino. On va continuer à vivre. Deuxième fois. Voilà ce qui est venu se passer. Récemment, vous avez tout suivi, alors que l'État fournit des efforts à propos. Et la réalité est qu'aujourd'hui, vous avez encore ces jeunes qui portent les machettes, qui font la chasse aux mêmes jeunes pour ravir les motos et blesser les autres. Il faut dire même tuer les autres sur les artères de la ville. Donc, malgré ces efforts, vous avez vu comment ils ont été traités. Mais là, ils ont ressurgi. Nous avons mené l'enquête autour de... Nous sommes sortis de la ville, nous sommes sortis dans la ville autour de 23h jusqu'à 23h du matin. Nous avons constaté cela sur le terrain. Nous avons constaté cela à travers Artère, à Wenzi, un peu partout, l'avenue des Chars, rue Moussaka, partout. Vous avez ces jeunes à 2 heures tardives. Vérification faite, chers spécialistes, chers techniciens de la route, ils nous ont livré des informations que oui, parmi eux, il y a ces jeunes qui sont revenus. Et les plus civiques ont pu livrer au moins 16 à la police. Donc il y a une histoire où ils peuvent trahir les autres. Alors, le vrai problème aujourd'hui qui vous invite sur ce plateau, c'est d'essayer de comprendre le fait que c'est des jeunes qui portent des gilets. Alors que le gilet était un élément qui permet aux Congolais d'identifier d'abord celui qui le conduit et à vous aussi, à l'État congolais aussi, de savoir qui porte tel gilet. Et on peut donc le tracer, on pouvait l'identifier. Mais ici, il est démontré que c'est des jeunes qui n'ont pas été enrôlés, mais qui portent les gilets. Alors, messieurs
Cyril, vous en savez plus. Comment vous appréciez ce que vous venez de voir alors que vous êtes investi dans le travail et comment expliquer cela? Ben, c'est le simple fait d'une triste réalité parce que ces gilets qui sont incontrôlés. Vous savez que lorsque la DGSP a lancé l'opération, il y a eu une communication pour demander à tous les transporteurs de pouvoir se mettre en règle. Et aujourd'hui, la mairie, pendant que la DGSP a lancé l'opération, la mairie n'était pas prête pour délivrer un certain nombre de kits à ces jeunes pour qu'ils se mettent dans les normes. Et donc, pour ne pas freiner l'activité, pour ne pas empêcher ces jeunes qui ne vivent que de ça, la DGSP avait pensé, puisque ces jeunes étaient gérés par certaines structures, qu'à travers ces structures, on pouvait donc avoir une maîtrise et une traçabilité sur ces gens-là. Absolument. Et ce qui a été une bonne idée. Mais là où il y a eu problème, c'est parce que dès que la DGSP a lancé l'opération, il y a eu des gens, pas des gens, mais les syndicats autour. Et je ne parlerai même pas des syndicats parce qu'il n'y en a eu qu'un seul. Voilà, aussi les syndicats, c'est pourquoi je vous ai invité. La FESITEC, qui s'est lancée dans une course de vente de gilets. Et vous savez que les gilets ont été vendus jusqu'au montant de 20 000 francs le gilet, auprès de ces taximans. 20 000 francs le gilet. 20 000 francs le gilet. Est-ce que lorsqu'on vend de la sorte, ils arrivent dans la possibilité, permettez-moi, d'identifier la personne est porteur d'un livret? Lorsqu'ils ont lancé les gilets à 20 000 francs, ce n'a plus été question de maîtrise et de contrôle, mais ça a été question de commerce. Ça veut dire qu'ils ont imprimé beaucoup de gilets, qu'ils ont vendus dans les arrondissements, ils ont vendu dans des ruelles. Et je peux vous rassurer ici, la première vice-maire de la ville de Brazzaville, vous pouvez aller avec votre micro la prendre comme témoin, parce que c'est elle qui s'est battue pour arrêter ce désordre-là. Les gilets étaient vendus dans les parkings, dans les arrêts de bus, dans les rues, au marché, partout. Parce que les gens n'ont vu que l'aspect commercial, mais les gens n'ont pas vu le volet sécuritaire. Et c'est ce qui a échappé. Parce que beaucoup de gilets ont été vendus, ces gilets ne sont pas contrôlés. Et ces gilets sont en circulation auprès des mains des bandits. Et ces mêmes bandits, lorsqu'ils ressurgissent, lorsqu'ils commettent, on est dans l'incapacité de les rattraper et de les retracer. Absolument. Et c'est ce qui a fait que quand ils se sont rendus compte des dégâts qu'ils ont causés, vous avez vu à travers les réseaux sociaux que on arrêtait certains jeunes à bord de taxi-moto, on déchirait les gilets, on brûlait les gilets, parce qu'ils se sont rendus compte que les gilets qu'ils ont vendus dans les marchés causent du tort aujourd'hui aux Congolais. C'est ce que nous allons suivre, s'il vous plaît, la régie. Enlève. Bila, Mato Akuna. Gilet wana pe, si la gilet wana. C'est pas seulement la DGSP. Attends, c'est pas seulement la DGSP. Voilà pas faux gilet. C'est pas seulement la DGSP. Oh ya biso moto ça mo sana biso. Moto qui n'a pas ah monsieur, monsieur c'est service des syndicats. Maman. C'est OK. Bila Tumbangu. T'as fouillé nani obasani? Oh, oui, Yagita, yo mona, qui la moto. Tumba. Bamba be ça mo salade. Pour résister. Voilà la réalité que nous vous présentons. Lorsqu'on le dit, on pense que on spécule. C'est des choses vraies, c'est des choses vécues. Voilà. Et ce que le constat qu'il y a à faire ici, à entendre ces derniers, on le fait pour votre sécurité et surtout ceux qui conduisent dans ce domaine et ceux qui prennent ces motos. Donc l'État a réglementé le secteur. Il y a un syndicat, je le dis ici, parce que nous devons aller vers ce syndicat. Il faut qu'il explique aux Congolais pourquoi et comment peut-on vendre des gilets aux paisibles Congolais ou à qui le voudra, sans être identifié, sans avoir fait une traçabilité. Donc on a vendu, comme j'entends, ils ont vendu la preuve, ils sont là en train de contrôler ces jeunes, ravir ces gilets. Mais c'est incroyable. Comment les civils, les syndicalistes peuvent se donner à une telle entreprise? Est-ce que le syndicat est fait pour contrôler à la place de la police? Pourquoi contrôle-t-il? Pourquoi pas d'autres syndicats? Pourquoi eux?
Et il est démontré clairement, effectivement, lorsque vous êtes dans la partie nord de Brazzaville. Vous allez constater cela. En tout cas, le gilet est aux mains de n'importe qui. On ne sait plus c'est à qui. Là, on cite la Fésitech. Nous viendrons chez vous, vous devez nous expliquer, parce que l'action nous touche simplement parce que c'est une politique de sécurisation des Congolais. Nous allons vers la présidentielle. C'est une période tumultueuse, une période sérieuse. Et les Congolais ont retrouvé leur quiétude. Voilà que des gens cupides, qui ne vivent que de l'argent, pour l'argent, sont prêts à sacrifier les vies des Congolais. Vous avez vu cet acte, ce monsieur qui venait d'être coupé, comme on le dit. Nous avons vu des viols la nuit. Nous avons vu des viols dans la rue Moussaka, mais la nuit. Par des gens, comment quelqu'un peut porter un gilet jusqu'à 2 h du matin, à côté des boîtes de nuit, d'autres en portent de couleur rose. Comment ça s'explique? C'est pas s'expliquer. Et donc, si nous avons interpellé, c'est parce qu'on sait que vous êtes un syndicat. Et ça, nous avons le devoir de le faire en tant que quatrième pouvoir. C'est quand même choquant. C'est choquant pour une action pareille qui est en train de réussir, qu'un soi-disant syndicat puisse déstabiliser les efforts de paix, alors que même eux-mêmes, c'est des victimes. Comment alors, dans une société, les syndicats peuvent renverser la donne? Comment ils peuvent... Non, c'est incroyable. Ça, c'est braver l'État. Et qu'est-ce qu'ils feront de ces victimes? C'est incroyable. Et ça, c'est eux, sur les artères, je ne sais pas où, qui se prennent, qui se tapent ce luxe d'aller faire le contrôle. Mais nous sommes dans un État. Ce n'est pas un corps habilité à faire le contrôle. C'est du n'importe quoi. C'est la totale, c'est la barbarie, c'est le désordre. C'est le désordre. En tout cas, je reviens vers vous, monsieur le secrétaire général. Vous voyez à quel point ça nous touche, parce que nous éduquons la société, nous informons la société, nous sensibilisons la société. Vous connaissez bien le mal que nous avons vécu ici. Les Congolais ont brûlé de leurs enfants ici, parce qu'ils n'arrivaient plus. Les Congolais sont beaucoup victimes. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a des gens qui ont perdu des mains jusqu'à aujourd'hui. Mais comment expliquer le fait que l'ordre émis par l'État, vous avez tous vu, des grands bandits ont été zigoués ici, mais il y a ces gens-là, je crois que ça doit être vos partenaires peut-être, parce que c'est des syndicats, qui s'investissent sur les artères, qui vendent des gilets à qui ils le veulent, au nom du syndicat, je ne sais pas lequel, et qui, ayant constaté qu'il y a des cris de cœur partout, qui sortent pour les retrouver. Mais l'acte, comment vous expliquez ça? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, comme a dit mon confrère ici, le deuxième vice-président, eux, ils sont là, c'est pour l'action du ventre. C'est tout ce qui compte pour eux. Vous savez, le syndicat, dans le syndicat des transporteurs n'a pas vocation à pouvoir les regrouper. Parce qu'en temps normal, quand nous regardons les tests sont clairs. Voilà. Les tests disent clairement que les taxis-motos doivent être regroupés dans un groupement d'intérêt économique. Ce n'est pas le syndicat qui organise les taxis-motos. C'est quoi un groupement d'intérêt économique selon les tests? Un groupement d'intérêt économique, c'est comme si moi, mon confrère ou vous, nous avions des taxis-motos. Nous nous disons, on ne peut pas continuer à rester comme ça. Nous devons créer un groupement d'intérêt économique. Voilà. En ce moment, chaque parti a sa part, dans ce groupement-là. Et c'est ce qui a fait que les taxis-motos qui sont organisés par le groupement d'intérêt économique des transporteurs et gestionnaires des activités de transport a pu les organiser. Or, le syndicat qui organise ces gens-là n'ont rien d'autre en tête que la vente des gilets. C'est à titre commercial qu'ils le font. Pour nous, on s'est dit, quand vous allez remarquer, le groupement d'intérêt économique, le TEGAT, qui est venu s'affilier à l'intersyndical, au collectif des syndicats de transporteurs en commun du Congo, eux, ils se sont organisés. Il n'y a qu'un seul endroit où on peut retrouver un gilet. C'est au siège du syndicat. Là où se retrouve le TEGAT. En ce moment-là, il y a une traçabilité. Quand vous irez dans nos locaux, vous allez voir, il y a un service informatique. Ils sont répertoriés. Vous venez, on vous demande d'abord la personne physique elle-même d'abord. On doit vous voir, on vous regarde, on vous analyse. On prend la photocopie de votre acte de naissance. Vous amenez votre original de la pièce d'identité. Nous, on fait la photocopie. On annexe à votre document votre photo. Et en plus de cela aussi,
il y a la carte grise. La carte grise est originale. Nous regardons, nous prenons les données. La carte grise, c'est la moto. Effectivement. Si ce n'est pas vous le propriétaire, nous prenons les données du propriétaire et nous mettons dans un fichier électronique. Évidemment. Comme ça, quand il y a un problème, on vient nous contacter pour ça. Tout dernièrement, on nous avait contacté pour ça et on a retrouvé le monsieur. Donc, pour nous, nous essayons d'organiser ces jeunes et nous voyons plus le volet sécuritaire. Voilà pourquoi nous ne prenons pas n'importe qui. On ne prend pas n'importe qui, vous arrivez, on regarde votre moralité, on cause avec vous et surtout qu'on ne prend pas des étrangers parce que l'activité qu'on appelle la profession de conducteur de taxi moto est réservée typiquement aux nationaux, c'est aux Congolais. Donc quand on vous regarde, on analyse et on voit que c'est bon et on enregistre. Et la sécurité, la DGSP, nous avait contacté, on a pris nos fichiers informatisés, on a remis à la DGSP et ils vont faire ce qu'ils pourront faire avec. À propos, chers téléspectateurs, nous disons avec preuve, nous avons trop travaillé pour ce dossier afin de les emmener ici. Nous avons eu à visiter leurs locaux pour faire comprendre à nos jeunes, à ces jeunes, c'est pas question du marketing, mais nous avons visité, nous sommes allés un peu partout et nous continuons ce travail. Nous sommes allés toucher du doigt, nous sommes allés voir comment cela se passe et nous avons abordé ces questions là-bas. Et ça c'était avec Cyril. Voilà, vous qui êtes là sur le plateau. La régie, s'il vous plaît. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons pu, nous, auprès des services de sécurité, nous sommes allés remettre les clés contenant les informations sur tous les gilets que nous avons délivrés. Aujourd'hui, dans les services de police, que ce soit au plus haut niveau, tous les gilets que nous mettons à distribution, les numéros, les clés sont actualisées. C'est-à-dire si aujourd'hui on reçoit 10, on actualise. Et ces clés-là sont entre les mains des autorités de la sécurité publique. Et que même par téléphone, un policier peut arrêter par téléphone, il peut consulter nos gilets, il y a le fichier qui est disponible. Mais c'est de demander aux autorités d'être plus regardants et plus vigilants. Nous au moins avons pris les dispositions pour sécuriser nos gilets qui sont en circulation. Mais la police devrait être plus regardant sur les gilets de la FESITEC qui sont en train de tourner et qui sont des gilets incontrôlés pour preuve. Vous voyez que dans notre pays, aujourd'hui, la FESITEC, qui est un syndicat, devient comme un groupement de tuyaux qui sortent de la rue, interpeller les gens, déchirer, agresser les gens. Ça, c'est pas, on ne peut pas accepter ça dans un pays où la loi existe. Comment un syndicat peut sortir les gens à minuit, dans la nuit? Ils attrapent les gens sur les motos, ils déchirent, ils agressent. Où est la loi? Où est l'État dans tout ça? Et nous interpellons aussi les services de la DGST de remettre un peu l'ordre dans ce désordre-là, parce que c'est eux qui ont lancé l'opération. Il ne faut pas qu'à un niveau donné, des civils s'approprient une opération qui est sous le contrôle du chef de l'État pour aujourd'hui foutre la merde au nom de la DGSP. Non, ça nous disons non. S'ils ont vendu les gilets en désordre, mais ils n'ont qu'à retirer leurs gilets ou la DGSC n'a qu'à prendre les dispositions pour que l'ordre vienne. Nous sommes dans la formalisation. Ici, nous essayons déjà d'encadrer les nôtres pour qu'ensemble, il y a une procédure qu'il faut suivre. Nous avons d'abord la régularisation des permis de conduire. Après la régularisation, nous avons ici l'établissement des nouvelles plaques d'immatriculation. Après ces deux passages-là, nous allons vers la mairie pour aller cette fois-ci avec les documents obtenus, prendre les gilets officiels vert blanc de la mairie de Brazzaville qui sont les gilets autorisés à exercer dans la ville de Brazzaville. Ce désordre-là, nous l'avons constaté, monsieur le journaliste. Ce désordre, depuis longtemps, quand la DGSP est sortie, les gens, dans la précipitation, les gens ont foutu un désordre. Et ce désordre-là, de notre côté, il est difficile de voir quelqu'un qui porte ce gilet et qu'il ne soit pas enregistré. C'est faux, parce que tout le monde passe par ici. Et nous avons un système de contrôle de nos gilets parce que dans chaque zone, nous avons des équipes et des chefs d'équipe d'arrondissement qui de temps en temps, qui sont aussi conducteurs de taxi-moto, qui font la ronde pour essayer d'intercepter, mais jusqu'aujourd'hui, les cas de faux gilets, nous n'en avons pas encore enregistrés. Mais pour la plupart des gilets qui sont en circulation, dont vous voyez sur les réseaux sociaux, les gens en train de déchirer, les gens en train de se battre, il ne s'agit pas de ces gilets-là, il s'agit des gilets délivrés par la FESITEC. Et c'est là-bas où les gilets ont été vendus
Dans la rue, nous parlons ici, on a été convoqué par la mairie de Brazzaville. La première vice-maire, c'est le combat qu'elle a mené pour arrêter ces gilets-là. On en vendait, même sous le goudron ici. Ces gilets ont été vendus. N'importe comment, c'est des gilets qui ont circulé sans contrôle. Et ce sont ces gilets-là qui nous posent aujourd'hui problème. Et c'est des gilets qui ont été vendus jusqu'à 20 000. Vous vous imaginez que la pièce du gilet, c'est 1200 marchés. Mais ces gilets-là, les gens l'ont acheté à 20 000, à 15 000, à 10 000. Alors que c'est des choses qui sont à peine au marché au prix de gros 1000 francs, vous en avez. Alors, en tout cas, c'est une question de sécurité publique. C'est une question de la vie des Congolais. Nous avons eu trop de détails. Je crois que nous venons d'ouvrir le bal avec, parce qu'il faut absolument que les Congolais puissent être protégés vis-à-vis de ces malfrats, vis-à-vis de ceux-là qui pompent les antivaleurs et vis-à-vis de ceux-là qui ont pris l'habitude, chaque fois que l'État mène une action, voilà, du fait de la cupidité, du fait de la malhonnêteté, les gens s'investissent dans de tels domaines. Dans quel pays avez-vous vu, franchement, des gens agir de la sorte, des civils sortir pour braquer ou bien encore arrêter des porteurs de gilets alors que c'est eux qui en fournissent? Parmi les éléments que nous avons pu avoir dans nos enquêtes, ce syndicat a eu à vendre 5000 gilets, imaginez-vous par exemple. 5000 gilets, quand c'est à 20 000, 15 000, ça vous donne combien? 5000 gilets. Quand vous vendez, vous avez 5000 gilets, multipliés, par exemple, 5000 gilets par 20 000 ou bien 15 000, ça vous donne quoi? Et qu'est-ce que le Congo gagne dans ce coup d'argent-là? Est-ce que cet argent est reversé dans les fonds congolais ou bien dans ce secteur des transports? Est-ce que cet argent sert même à boucher les nids de poule? Voilà des gens comme ça qu'on appelle, que nos anciens appelaient les profito-situationnistes. Mais c'est grave, c'est un drame lorsqu'il s'agit de la vie humaine. On ne peut pas arriver à ce stade. Et ça, nous allons marteler là-dessus. Nous irons voir la FESITEC. Il faut que la FESITEC nous explique ce qui se passe et comment ils vendent ces gilets. Est-ce qu'ils font la traçabilité, ainsi de suite. Et nous irons vers les gens des motos aussi, les gens qui conduisent, et nous allons certainement travailler avec les autorités à propos. Tous nous sommes victimes. Voilà. Et ça donne un chiffre colossal. Voilà. Et donc, je reviens avec vous. C'est une émission, en tout cas, d'éducation de la société. Il faut bien qu'on le fasse. Alors, monsieur Cyril, alors, je vous ai visité dans vos locaux. Une question, est-ce que vous avez la garantie du travail que vous fournissez? Est-ce que vous contribuez réellement, pratiquement, dans ces efforts de sécurisation des Congolais par rapport au dispositif que vous avez mis en place? Aujourd'hui, je peux vous rassurer, monsieur le journaliste, que les efforts que nous avons pu consentir jusqu'à ce jour, nous, au niveau syndical. Parce que l'activité, aujourd'hui, dans son organisation, dans son ensemble, il y a le groupement d'intérêt économique des transporteurs et des auxiliaires de transport qui s'en occupent, conformément au texte et à la volonté du gouvernement. C'est ce groupement-là qui est venu avec ses membres pour s'affilier à un syndicat afin qu'il bénéficie de la couverture syndicale de notre côté. Donc nous apportons juste cet appui-là. Mais dans l'organisation et les démarches administratives, c'est conformément aux lois, c'est le groupement qui est en train de les mener. Et nous, au niveau du syndicat, qu'est-ce que nous apportons? Nous inculquons à ces gens la valeur du respect du travail, la considération du travail. Parce que c'est cet outil qui nous permet de vivre, qui nous permet de nourrir nos familles. Mais cet outil est aussi réglementé. Donc, par un certain nombre de règles que nous devrions maîtriser pour que nous soyons en conformité avec l'État. C'est l'apport que nous apportons. Et nous apportons aussi dans la défense des intérêts de ces gens-là. Nous luttons pour que leurs droits soient respectés et qu'ils soient dans les normes afin qu'ils travaillent en paix. C'est là l'apport du syndicat. Mais aujourd'hui, dans ce qui se fait, je peux vous rassurer que les gilets où on écrit collectif en bas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je peux prendre, je suis devant votre micro, absolument. Les services de police me suivent. Absolument. Les cas de dérapage, ou quelques cas, où la police a eu besoin d'accéder à notre fichier pour tracer ou retrouver.
Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun cas où nous nous sommes retrouvés en difficulté avec la police. Parce que le fichier que le groupement reçoit, qu'il actualise, est mis à la disposition de tout le monde. Vous êtes journaliste, on pouvait vous faire une copie dans une clé, parce que c'est des documents un peu confidentiels, puisqu'il s'agit de l'identité des gens. Vous pouvez prendre même devant un ordinateur, on vous dit gilet temps, vous tapez, vous avez toutes les informations. Gilet temps, c'est un tel, voilà. Il habite dans telle rue, son patron, le propriétaire de la moto, vit là, à telle adresse. S'il y a souci, rapidement, où il est parti avec votre objet, rapidement, vous le retrouvez et vous retrouvez votre objet que vous avez garé à bord d'une moto. Donc, toutes ces conditions de sécurité, nous avons voulu que ces conditions soient réunies pour accompagner l'action qui est faite sur le volet sécuritaire. Mais les dérapages, malheureusement, que nous constatons sur le terrain, sont le fait de ces gilets. 5000 gilets vendus à Brazzaville. Les 5000 gilets, si on vous sort la liste des 5000, on peut aller dans l'identification. Vous allez vous rendre compte que les gens ont peut-être 1500 noms et tout le reste des gilets, c'est des trucs qu'ils ont vendus comme ça à la sauvette parce que les gens en ont acheté partout dans la ville et dans les rues n'importe comment, sans être identifiés. Faisons un peu d'éducation. Faisons un peu d'éducation, chers téléspectateurs, nous sommes des Congolais. Lorsqu'on parle des antivaleurs, les gens prennent ça à la légère. Lorsqu'on parle de la conscientisation d'un peuple, un peuple doit être conscientisé. Nous avons connu un pays, à l'époque du Mono par exemple, le Congolais était pris en charge par l'État. Il y avait une forme d'éducation. Vous partez de pionnier, maman à l'URFC, j'aime bien le dire souvent, le grand frère à l'UGC, le papa au PCT, le musicien à l'UNEAC, le militaire à l'APN. Il y avait une conscience nationale. On préparait les hommes. Aujourd'hui, nous vivons un scandale qu'on n'explique pas dans une république. J'insiste. La force publique, mandatée par le président de la République pour sécuriser les Congolais qui mouraient, est mise en musique. Elle bâtit ses stratégies jusqu'à tenter de réorganiser la société avec d'autres corps. Et on constate qu'il y a un corps isolé, comme s'il ne vivait pas dans le pays, qui fait à sa tête. On confectionne les gilets parce qu'il faut toujours avoir, il faut toujours gagner. Mais ça, c'est gagner au détriment de la vie des Congolais. Ça, c'est participer au crime. C'est participer au crime. Parce que le monsieur qui vient d'être coupé là, qui va le prendre en charge? Qui va le prendre en charge? Il peut tribunaliser, il peut saisir le parquet, il aura son droit. Parce qu'il faut qu'on suive bien ce gilet. Comment ces gilets se sont retrouvés dans la rue? Or, tous ceux qui ont des voitures savent. Lorsque vous allez par exemple à la DGTT ou bien à la préfecture, on vous délivre des papiers. Mais la première des choses, c'est votre carte d'identité. Vous ne pouvez pas assurer le transport urbain sans qu'on puisse vous connaître. Vous transportez des vies humaines. Et c'est encore un syndicat qui encourage. Nous allons marteler sur ce syndicat. Nous allons sérieusement aller à fond pour savoir ce qui se passe parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Je vais vous donner. De nuit, je ne cite pas le quartier, nous avons échangé avec ces jeunes. Ils nous ont confirmé, comme j'ai dit au départ. Ceux qui sont un peu conscients ont livré 16 bébés noirs à la police. Je le dis. Et d'autres nous ont dit, aujourd'hui pour acheter le tramadol, il suffit, ceux qui portent ces gilets-là, il suffit qu'il appelle le vendeur prend la moto conduite par un aussi qui porte les mêmes gilets. Ils font le croisement, ils lui passent de l'argent, et lui passe le tramadol, ils sont partis. Donc, beaucoup de choses se font. Le vol des sacs a repris. Vous avez suivi ce matin dans les réseaux sociaux. Il y a un monsieur qui venait d'être coupé dans la partie sud du pays et de Brazzaville. Le quartier, je ne sais pas, le quartier m'échappe, on m'envoie l'image. Tout ça parce que les gens aiment l'argent, l'État fournit des efforts, il y a des gens qui aiment l'argent, des cupides, qui bousillent cette action en détriment des Congolais. Alors, à la DGSP, à la police, à l'État congolais, que faire de tels réseaux? Que faire de tels réseaux? C'est annuler les efforts. Qu'est-ce qu'ils gagnent lorsque les Congolais souffrent? Chers syndicalistes, nous n'arrêterons pas d'en parler. Et je vous dis encore merci d'avoir accepté ce plateau parce que personnellement, on pensait que tout le monde qui nous appelait allait voir ces derniers. Et d'autres disent le syndicat de Milandou, d'autres ceci, cela, parce que vous êtes plus connus. Je le dis ouvertement. Nous avons longtemps travaillé avec vous. Vous êtes avec les motos, vous êtes avec les automobilistes, ainsi de suite. Mais on ne peut s'adresser qu'à vous. C'est pourquoi nous devons aller découvrir ce syndicat. Nous devons aller découvrir. On ne sait pas si la police est au courant. Alors, il faut dire,
pour informer ces jeunes, encore l'opinion congolaise. Nous allons suivre comment ça se passe sur vous. D'abord, d'une manière simple, avec un français facile, dites à ces jeunes Congolais qui sont sur les motos. Et ça, la Magandingini. Parce que nous, on nous a dit, nous avons un grand là qui va nous donner le gilet. Et effectivement, nous avons vu les gilets. Dans mon quartier, j'ai vu les gilets. Avant de venir à l'émission, je leur ai dit. Je leur ai dit ça. Ça là, c'est des gilets, comme vous avez eu. Papa, c'est un grand qui nous a donné. On donne les gilets. J'ai la preuve de cela. Alors, Cyril, comment ça devait se passer? Normalement, au fait, le travail que nous faisons vient comme précéder le travail que la mairie va faire. Vous voyez que lorsque nous recevons les conducteurs de taxi-moto, nous les enregistrons. Lorsque nous les enregistrons, c'est avec leurs pièces d'identité. Vous emmenez, si vous avez un permis de conduire de type A ou A1, nous vous recevons, vous présentez votre permis de conduire. Le permis de conduire n'est pas la seule pièce que nous exigeons. Nous demandons la pièce d'identité. À travers ces deux pièces, nous établissons une fiche. Vous accompagnez donc ces pièces de 2 cartes photo, format identité, que nous annexons sur votre fiche après vous avoir enregistré. Nous demandons aussi les informations sur le propriétaire de la moto. Voilà. Adresse, carte grise. Et les cartes grises, nous n'acceptons pas les photocopies des cartes grises. Voilà. Nous acceptons les cartes grises définitives, authentiques. Voilà. Donc, lorsque nous avons la carte grise authentique, nous sommes rassurés que le document est sûr. Et lorsque nous avons le permis de conduire, la carte nationalité du conducteur, nous sommes aussi rassurés de l'identité de l'individu. Absolument. Nous faisons les copies de ces pièces que nous annexons sous votre fiche. Et en ce moment-là, nous avons les coordonnées pour la plupart, et je tiens à faire remarquer, que nous recevons, souvent nous demandons de faire venir le propriétaire de la moto. Oui. Vous remplissez la fiche, vous signez, nous avons la case où le propriétaire de la moto aussi signe. Parce que c'est lui qui prend l'engagement chez vous, c'est sur vous, parce que c'est lui votre employeur. Lorsque vous avez fini, nous avons monté la fiche, puisque c'est le groupement qui reçoit. Voilà. Lorsque le groupement a monté la fiche, vous avez la fiche d'adhésion au groupement, pour devenir membre d'abord du groupement. Parce que si vous n'êtes pas membre, le groupement ne peut pas vous prendre. Il faut d'abord devenir membre du groupement pour faire partie du groupement. C'est ça le but du groupement. Une fois que vous avez adhéré, vous êtes devenu membre, vous avez rempli votre fiche d'adhésion au niveau du groupement. Le groupement, en ce moment-là, vous donne, ne vous vend pas, mais vous donne un gilet. C'est gratuit. Vous identifiez. Dans la rue, le gilet n'est pas vendu, il est gratuit. Gratuit. Alors que là-bas, on vend à 20 000. On vend à 20 000. Mais tous ceux qui sont venus peuvent témoigner, le gilet est gratuit. C'est lorsque vous adhérez au groupement. Parce que le groupement fait quoi? Quand ils ont pris, après ils font les démarches vers la mairie, parce qu'ils doivent transmettre leurs données à la mairie, parce que la mairie de Brazzaville actuellement est en train de se préparer pour lancer l'assurance de ces motos et pour lancer une séance de recyclage pour les conducteurs. La mairie de Brazzaville est en train de s'organiser pour ça. Donc le groupement, après avoir reçu vos données, les transmet à la mairie. La mairie déjà, dans son fichier qu'il est en train d'actualiser, vous prend déjà en ligne de compte et lorsqu'ils lanceront, vous serez surpris d'aller à la mairie puisque votre nom sera affiché là-bas. Donc le groupement travaille en connivence avec la mairie, c'est ce conformément aux lois. Merci. Et donc c'est comme ça que ça se passe, mais il est très difficile que quelqu'un arrive, envoie un cadet, comme ça s'est fait dans la rue là, acheter un gilet, ça c'est pas autorisé. C'est des inciviques. Merci beaucoup. Alors, voilà qui était de ce dossier. En tout cas, les gens ont attendu. J'ai eu trop d'appels. Il fallait qu'on en parle clairement pour orienter la population, orienter ceux qui prennent les motos, orienter même ceux qui conduisent les motos, orienter les Congolais. Parce que les Congolais veulent voir c'est ce climat-là, franchement, connaître sa fin, qu'on vive dans la quiétude définitivement. Et nous veillerons, nous aussi, à tous ceux-là qui tenteront de déranger vraiment la quiétude des Congolais. Il va de nos vies. La vie n'a pas de prix. Alors, chers invités, puisque vous êtes là, on va faire d'une pierre deux coups. Vous êtes une grande organisation. Le transport ne manque pas de problème. C'est comme l'hôpital, c'est comme la société. Et là aussi,
nous avons fouiné, nous avons détecté pas mal de problèmes qui vont des intérêts des Congolais. Je pense que vous êtes au courant, même si vous n'avez pas souhaité le dire. Il y a l'annulation, il faut dire comme ça, et une note en notre possession, vous n'allez pas me demander où nous l'avons eu, qui annule donc les permis de conduire dans la Likoumou. Et nous avons dénoté 400. Alors, des gens qui ont déjà fait des permis, ils ont passé la session. 400, c'est nombreux. Ça peut être des gens du Nord Congo, du Sud Congo, ça peut être ainsi de suite. Ça peut être un militaire, ça peut être un ministre, ça peut être ainsi de suite. Parce que les paysans ne font pas les permis quand même. Alors, mais qu'est-ce qui explique cette annulation? D'abord, est-ce que vous êtes au courant de la note? Nous sommes informés de cette note. Monsieur l'SG, oui, je vais commencer par l'administrateur. Effectivement, nous sommes informés de cette note, puisque ce n'est pas que le ministère des Transports ou la DGTT l'a transmise officiellement, mais nous l'avons eu dans les réseaux sociaux. Ah. Nous l'avons eu dans les réseaux sociaux et puis nous l'avions imprimé. Nous, on pensait que c'était juste un tract comme les réseaux sociaux. À 95%, on n'y croit pas tellement trop. Et effectivement, c'est réel. Puisque sur le terrain, il y a nos adhérents qui nous appellent pour nous dire que moi, on m'a ravi le permis de conduire. Ah. On dit, on t'a ravi le permis de conduire, comment ça? Et il arrive, on essaie d'examiner, effectivement, les permis qui sortent de la Likoumou sont en train d'être ravis. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Une chose est sûre, c'est que pour le moment, nous avions demandé l'audience auprès de la DGTT plusieurs fois, 4 ou 5 fois, mais malheureusement, on ne nous a jamais reçus. Puisque la DGTT ne veut pas dialoguer avec nous. On ne sait pas pourquoi. Vous devez être en dialogue. Hein? Eux, ils ont leur raison. Parce que nous, on est en train de dénoncer ça. Ça, c'est pas normal. Ah, vous avez la note? Ça, j'ai imprimé. Ah, d'accord. J'ai pris sur les réseaux sociaux, j'ai imprimé. Nos adhérents, nous, on n'imprime pas, on ne délivre pas les permis de conduire. On nous demande, amenez votre dossier, passez l'examen, et c'est ce qui se fait. On paye ce qu'il faut payer, les frais, l'étude et tout ce qui va avec. Et d'où vient-il qu'un bon matin, que la DGTT se lève et prenne une note pareille? Est-ce qu'ils savent exactement combien de personnes, un seul Congolais qui a un permis de conduire en train de nourrir ce qui est sous son toit? Est-ce qu'ils savent exactement ce que ça représente, le permis de conduire? Et le coût de paiement de chacun? Eux ne le connaissent pas. Bon. Et en plus, quand ils disent qu'ils vont retirer, mais alors l'argent qu'ils ont payé, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Est-ce qu'ils vont leur rembourser leur argent? Nous, on ne parle pas ici d'abord. Actuellement, le permis à combien, l'établissement? C'est à 56 000. Mais lorsqu'on prend 56 000, on multiplie par 400. Ça fait des sommes faramineuses. Mais effectivement, et qu'on annule. Effectivement. L'État doit avoir un œil particulier sur ce qui se passe, le trafic qui se passe à la DGTT. Là aussi, la DGTT, nous allons visiter. À la DGTT. Parce que ça sincèrement, nous, on va monter au créneau et ce sont des choses que nous n'allons pas accepter. Je n'accepterai jamais, moi, par exemple, moi, M. Dondo, j'ai mon permis de conduire que j'ai eu à la Likoumou, que je n'ai pas fabriqué parce que je n'ai pas d'appareil pour essayer d'imprimer un permis de conduire, surtout qu'il est informatisé. C'est la DGTT qui nous le livre. Si ce n'est pas la DGTT, c'est la DDTT de la Likoumou. C'est l'État qui livre les permis. Ce n'est pas à nous. S'ils pensent qu'il y a des failles, alors au niveau là-bas, ben, ils n'ont qu'à partir régler leurs problèmes. Nous, on n'acceptera jamais ça. Et quand on remarque bien aussi avec ce problème de la DGTT, parce que nous avons des notes ici, mais tous ces responsables, les responsables de la DGTT, eux, ils ont envoyé des quotas. Nous prenons la Likoumou, à Sibiti, ils ont pris. Il y a plein de quotas. Effectivement, il y a plein de quotas. Ça sera une émission spéciale, il y a plein de quotas. Il faut faire une émission spéciale sur ça. Et vous allez comprendre que ces mêmes autorités, c'est eux qui envoient ces dossiers là-bas, afin de pouvoir établir ces permis. Alors maintenant, comment se fait-il? Donc pour la plupart, ce sont les permis de leur gars. De leur gars, ce sont leurs cas. Il y a des noms ici avec un quota bien précis. La liste est là. On va vous la remettre à la fin. Et vous allez comprendre exactement la mafia qui se passe à la DGTT. Merci beaucoup. Monsieur, à propos, ça fait rire quand même. À propos des permis de conduire, c'est vrai que ça fait rire, mais je vous dis que depuis un certain temps, la Direction Générale des Transports n'est plus une direction générale comme on l'entendait. C'est devenu une boutique, un lieu de commerce, où ceux qui sont à la tête ont transformé la Direction Générale des Transports en un business juteux, là où on peut
sur la tête des gens, s'enrichir et sortir de là avec les Satan 2, comme on appelle ça. Mais nous interpellons ici, parce que c'est des questions d'ordre sécuritaire. Ce qui se passe dans la Lékoumou, les gens semblent négliger ce qui se passe dans la Lékoumou, mais si ça brûle dans la Lékoumou, et que c'est le transport qui est paralysé dans la Lékoumou, les gens sont dans la rue, il ne faut pas qu'on nous voie. Il faut qu'on se rende compte qu'il y a quelqu'un qui est derrière tout ça. Et celui qui est derrière tout ça, c'est le directeur général des transports terrestres. Je suis ici devant votre micro. J'en appelle ici au service de sécurité. La DGST, elle est là. Elle fait des enquêtes économiques. Mais nous appelons la DGST à se saisir de ce dossier. S'ils n'ont pas d'éléments, qu'ils se rapprochent de nous. Nous allons mettre à leur disposition les éléments qu'il faut pour qu'ils sachent que les 400 permis, le DG on a fait combien, le DETUR on a fait combien, qui a fait quoi sur les 400 permis qu'on veut retirer. Pourquoi on veut retirer? Parce que quelqu'un veut s'enrichir sur le dos des Congolais? Ça, nous disons non, monsieur le journaliste. Nous disons non parce que nous allons nous lever contre ça. Parce que c'est eux qui ont fait ces faux permis. C'est eux qui ont édité ces faux permis. Maintenant, s'ils veulent qu'on s'entende, qu'ils rassemblent, nous avons 400 permis, nous avons le quota, je dis bien le quota, que chaque responsable de la DGTT a fabriqué dans la Lékoumou. Wow. Les cas où ils ont envoyé, nous avons mené les enquêtes. Avant de parler aujourd'hui, nous avons été reçus par le directeur de cabinet de Madame la ministre. Nous le lui avons dit que l'huile qu'on est en train de jeter sur le feu là, il faut faire attention qu'elle ne chauffe pas trop, parce que l'huile là va finir par ramener le feu sur le poêle. Absolument. Et là, ça va brûler tout ce qu'on veut griller dessus. Voilà. Et donc, pour éviter qu'on en arrive au pur, monsieur Romy, je dis bien, nous sommes ouverts. Les services de sécurité, s'ils sont incapables d'aller dans la Lékoumou, faire les enquêtes économiques, ils peuvent se rapprocher de nous. Nous avons assez d'éléments à mettre à leur disposition. Et en ce moment-là, ils ouvriront une enquête et nous verrons quels sont les responsables des 400 permis que l'on veut retirer dans la Lékoumou. La HALC, la matière est là, la haute autorité de lutte contre la corruption. Ça écoute, ça fait semblant qu'il ne s'est rien passé. Nous on dit la HALC parce que c'est un instrument mis en place par l'État pour lutter contre tout ça. Mais je sens quelque chose arriver. Nous étions au courant, nous aussi, c'est pourquoi moi je m'attendais à ce que ça tombe sur vous, je suis un peu surpris. Parce que dans l'information que nous avons eue, et c'est ça les syndicalistes toujours. Donc je suis quand même surpris. Alors un autre fait qui va surprendre peut-être les téléspectateurs, en tout cas là nous sommes sortis des sentiers battus habituels de la politique. Nous parlons société, nous parlons transport aujourd'hui, chers téléspectateurs. Alors, nous avons été informés par un spécialiste et il nous a démontré que nous utilisons bien sûr le permis CEMAC. Ce qui permet aux transporteurs congolais d'aller dans tous les pays de la CEMAC, ce qui fait que Eto nous envoie ces gros bayous, venir recueillir tout l'argent ici, de par ses oignons, repartir. Mais il est dit que le permis congolais pose problème, par exemple, dans d'autres pays. On dit que ce n'est pas le permis CEMAC, c'est juste un permis, en fait, informatisé. Et que, dans d'autres pays, il ne roule pas. Il ne peut pas rouler avec, tel qu'au Gabon, je le dis avec précision. Qu'est-ce que vous en pensez? Faux ou vrai? Et pourquoi? Monsieur le SG. Monsieur le journaliste, en tout cas, cette question-là, nous l'avons débattue plusieurs fois avec le ministre en charge de transport. Ah bon? Oui, effectivement, parce que le permis, quand on nous dit permis CEMAC, ce n'est pas un permis CEMAC. C'est juste un permis informatisé. C'est juste un permis informatisé. Ils ont essayé de jouer de la naïveté des transporteurs et ils ont essayé de mettre le logo CEMAC. Si vous prenez ce permis de conduire, vous l'emmenez au Gabon, en tout cas vous n'allez pas conduire. Vous ne pouvez pas conduire, mais pourtant le Gabon est dans la zone CEMAC. Mais vous ne pourrez pas conduire. C'est pas possible. On nous a fait comprendre que la validité de ces permis CEMAC est de 10 ans. Les tests de la CEMAC disent effectivement que le permis de conduire CEMAC, il est de 10 ans. Mais notre permis, il n'est pas de la CEMAC. Ce n'est pas un permis CEMAC. C'est un permis biométrique, informatisé. C'est tout. Congolais, c'est congolais. Typiquement congolais. Et après tout, si vous avez remarqué, puisqu'il n'est pas de la CEMAC, alors il n'a pas de valeur ailleurs. Et ça aussi, l'État doit regarder. On doit arrêter de prendre les transporteurs pour de n'importe quoi. Non, il faut dire nous, on est Congolais. Les Congolais. Le Congolais est dans les pays de la CEMAC. Effectivement. Il a ses intérêts dans d'autres pays. Effectivement. Comme les autres pays ont intérêt chez nous, qui viennent puiser tout ici. Je vous ai donné l'exemple de ce joueur-là
qui a développé son transport, son commerce. Comment les autres pillent le pays? Bon, permettez-moi le terme entre griffes. Ils viennent jusqu'ici pour exploiter toute la richesse possible. C'est le droit. Et le Congolais ne peut pas rouler jusqu'au pays de la CEMAC. On gagne quoi qu'on le fait? Pourquoi on devait faire manquer cela aux Congolais? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Monsieur Cyril, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous savez que je viens de dire tout à l'heure... Il nous reste 10 minutes. Je viens de dire tout à l'heure, je vais être un peu plus bref. Qui produit les permis au Congo? Monsieur le journaliste, qui produit les permis au Congo? La carte nationale d'identité est produite par l'État. Nous allons là, on fait les livrets. Absolument. Il y a la machine qui produit les livrets. Les gens ont accès aux livrets aujourd'hui sans problème. Voilà. Les livrets sont donnés à qui ils veulent. À qui ils veulent, ouais. Vous pensez qu'il manque de l'argent à l'État d'acheter les machines et produire les permis de conduire? Je dis faux. C'est simplement parce que autour des questions du transport, les gens en ont fait un marché lucratif où tout le monde se retrouve. Sinon qu'aujourd'hui, pour mettre fin à toute cette pagaille-là, l'État serait capable de mettre à disposition des machines pour qu'on nous produise des permis pour lesquels on serait au moins tranquille. Vous savez que dans la production du permis de conduire, il y a ce qu'on appelle le partage de pourcentage avec l'État. Puisque ce n'est pas l'État qui produit. Oui. Et dans ce partage de pourcentage, vous savez que tout l'argent que l'on paye pour le permis de conduire va auprès du prestataire qui produit les permis de conduire. L'État n'a rien dedans. Mais pourquoi l'État qui cherche l'argent pour payer les salaires? Payer aujourd'hui, on dit c'est des difficultés. Savez-vous combien par année, combien de personnes font le permis de conduire? L'État peut négliger? Et quelle est la manne qui échappe à l'État? Juste pour acheter les machines, l'État est incapable. Nous disons que non. Cette politique-là, on est fatigué de ça. Aujourd'hui, cette escroquerie masquée-là, nous n'en voulons plus. Il faut que l'État prenne ses responsabilités pour qu'on trouve une solution définitive pour ces problèmes de permis de conduire et que l'on puisse s'harmoniser et s'arrimer aux autres États de la CEMAC pour qu'on ait un document uniforme. On dit que l'État doit prendre ses responsabilités. L'État, ce sont les responsables habilités à gérer ce domaine qui doivent faire preuve de l'autorité de l'État. Parce que quand on écoute ces choses, c'est incroyable. Nous faisons partie de la CEMAC. C'est signé. Le Congo est compté dans le monde parmi les pays de la CEMAC. Les autres ont des permis pour acheminer les produits jusqu'ici. Mais nous, en fait, c'est une permis de farce. Donc, on bluffe les Congolais comme ça. Pourquoi on ne doit pas... Des individus peuvent refuser aux Congolais de bénéficier de ces droits qui sont reconnus au niveau africain et international. Des individus. Vous voyez à quel niveau nous sommes pervertis. Vous voyez la conscience du Congolais. C'est une tare, c'est une maladie. Et lorsque nous parlons de République, certains posent toujours la question, pourquoi vous avez parlé de la République? Non, la République ne peut pas vivre ces choses. C'est le cadre le plus idéal où on devait vivre la justice, le partage équitable des biens. On ne pouvait plus vivre ça. Ça, c'est porter atteinte à la République. C'est porter atteinte à la République. C'est surprenant. Là aussi, nous allons chercher à savoir. Alors, la dernière préoccupation, merci bien avec vous, c'est technique, hein, contrairement aux politiques où il faut trop bavarder. Alors, il y a un certificat comme ça qui est en proposition. Je ne sais pas s'il est déjà acté. En tout cas, c'est encore la FESI PTC qui propose un certificat aux usagers, hein, certificat de capacité. Et je pense que vous êtes au courant. Qu'est-ce que ça vise? C'est ce que je veux faire avec eux d'ailleurs. Et quelle est votre appréciation? Merci encore une fois, monsieur le journaliste. Il nous reste 6 minutes. Oui, je vais aller vraiment au plus précis. Vous savez, la FESI-PTC, en faisant ce genre d'action, c'est parce qu'ils veulent soutenir, non pas qu'ils veulent soutenir, ils soutiennent le DGTT. Ah bon? Effectivement, tout ça, ça vient de lui. Parce que vous savez, nous avons un cahier de charge, l'intersyndical, un cahier de charge sur la table du gouvernement. Et dans ce cahier de charge-là, les revendications, il y a le certificat de capacité. Est-ce qu'eux, ils savent combien ce certificat de capacité coûte? Ils le savent. Mais ici, c'est mentionné 75 000. Hein? Effectivement. C'est fixé à 75 000. Effectivement. Et pour quelle raison? On va encore faire payer aux 75 000 à chaque chauffeur. À chaque chauffeur. Alors que nous avions dit non, l'intersyndical, c'est dans les revendications sur la table du gouvernement, on a dit non à ce certificat de capacité. Mais non, eux, ils étaient signataires en ce temps, puisqu'ils étaient avant, ils étaient à l'Inter et ils ont quitté. Quand ils étaient à l'Inter, le président Mabiala a signé pour qu'on puisse rejeter ce certificat de capacité.
Et quand il quitte l'intersyndical, il va voir le DGTT. Ils entendent, puisqu'avec eux, c'est comme des affaires. Mais ils visent quoi ce certificat? En tout cas, on ne sait. Est-ce que le certificat est une urgence? C'est une obligation pour avoir des problèmes de la route. Est-ce qu'il faut ce certificat pour améliorer la route, pour arranger la route, tout ça? Il y a beaucoup plus de problèmes, plus sérieux, qu'on doit aider les transporteurs que leur demander encore de pouvoir prendre des certificats de capacité. Ils appellent ça licence. Licence de quoi? Licence de quoi? Donc, c'est à 75 000. À 75 000. Et la FESI-PTC, comme ils sont derrière le guet, ils font des deals avec le DGTT. Et voilà pourquoi ils demandent aux transporteurs d'aller payer ça. Et nous, l'intersyndical, nous avons dit à tous les transporteurs, n'allez pas payer ce certificat de capacité. Parce que nous sommes encore en pourparlers avec le gouvernement. Et cette revendication, cette pièce-là est sur la table du gouvernement. Les négociations se poursuivent et on reviendra vers eux pour leur dire exactement ce qu'il faut faire. Mais pour le moment, qu'aucun transporteur n'aille acheter, se faire payer cette taxe-là. Merci beaucoup. Chers invités, on peut boucler la boucle. Je sais qu'on a trop à dire, nous avons beaucoup à dire, on n'a pas pu tout épuiser. On m'a dit désormais nous allons travailler avec ces gens-là parce que c'est un secteur très très important et vous constatez qu'il y a beaucoup d'informations qui sont cachées là-dedans. Mais il fallait sortir, mener ces investigations journalistiques, bien sûr, avoir toutes ces informations parce que il va de la vie de la société, il va de notre harmonie, et il va en tout cas de la sécurité de notre pays. Pour conclure, il faut dire ceci. D'abord, j'avais reçu M. Roncalli Dondo, il est secrétaire général du collectif affilié à ce syndicat, et il y a M. Cyril Zundou, il est le deuxième vice-président. En tout cas, c'est le président Mabiala qui n'est pas, Milando qui n'est pas arrivé, que je salue en passant parce que c'est lui qui a mis à notre disposition, en tout cas, ces deux gaillards qui maîtrisent bien ces questions, qui certainement, nous allons initier quelque chose, signer même un accord avec eux de partenariat, avec Mac Bazar chaque fois, pour qu'on fasse ce travail. Merci beaucoup. Alors, il faut dire ceci au terme de notre échange. Il faut dire que c'est quand même triste lorsque l'État se donne à réorganiser la société, qu'il y ait des gens qui font preuve de leur cupidité, la passion illimitée d'argent, jusqu'au point de vouloir sacrifier la vie des Congolais. C'est pas bien, c'est pas patriote, et pas patriote. On peut pas vivre du sang des Congolais. C'est incroyable. Et là aussi, la question des passeports, et plutôt des permis, il faut qu'on réglemente bien cette question. Nous voulons avoir des passeports, des permis CEMAC. On ne peut pas bluffer les Congolais comme ça, alors que ce sont juste des permis informatisés. C'est un drame. Ça, d'autres autorités pouvaient porter un regard. Et au finish, en tout cas, il faut dire que les Congolais sont appelés à la pleine conscience. Les Congolais sont appelés à la pleine conscience. Vous constatez avec quelle ardeur nous menons cette émission. Aux petits qui conduisent les motos, qu'ils se disent dans la tête que le travail n'est pas fini. Si les gens savent peuvent suivre encore le message du chef de l'État, franchement, c'est des humains. Les patrons des motos devaient s'arranger à être franchement clean, à aller se faire enregistrer comme il se doit, parce que je pense qu'en janvier, avant même les fêtes, ils vont chercher à arrêter tout ça. Voilà qui a été de nos échanges, de notre échange. Je pense que ça vous a plu. Chers invités, tout le plaisir est à moi. Tout le plaisir est à moi et je suis très satisfait parce que ensemble nous avons pu répondre en tout cas aux attentes des Congolais à un moment où le pays se cherche en matière de sécurité. Et pour terminer, nous irons vers la DGTT, Mac Bazar ira vers la DGTT pour en savoir plus, et surtout vers la FESITEC qui en tout cas remonte ici sur ces dossiers et nous allons chercher à discuter avec eux. Oui, vous avez un dernier mot rapidement, il reste 1 minute. Ouais, pour clôturer. Ben, le dernier mot que nous pouvons ajouter aujourd'hui, c'est peut-être remercier le président de la République qui a pensé aujourd'hui à notre statut social, parce que vous savez que les transporteurs, c'est des gens qui ont toujours travaillé au noir, oui, sans contrat de travail, sans statut. Mais aujourd'hui, le président a donné les instructions que le Premier ministre a traduit en actes. Et aujourd'hui, le ministre Hugues Ngolondele est en train de se battre
pour que chaque chauffeur ait un contrat de travail. Et ça, c'est quelque chose de salutaire pour nous. Donc, nous invitons l'ensemble des transporteurs aujourd'hui à exiger de leurs patrons les contrats pour que nous soyons, nous aussi, que nous sortions de l'informel comme on nous traitait hier pour aller vers le formel. Et notre message est celui de remercier le gouvernement, le ministre Hugues Ngolondele, pour tout le travail que le chef de l'État instruit qu'ils sont en train de faire pour nous. Le vieux Golden. Merci en passant, je le salue en passant. Alors, merci beaucoup pour nous avoir suivis. En tout cas, comme on a l'habitude de dire, apportez-nous votre bazar. Venez bazarder. Au revoir, je vous vois la prochaine fois. Merci.